Paroles semées, paroles partagées. Une émission de Marc Thomas. Aujourd'hui, j'accueille dans cette émission Peggy Lou Garbal. Beaucoup d'entre nous la connaissent parce qu'elle a travaillé jadis pour la communication du diocèse et aussi parce que depuis quelques années, beaucoup d'entre nous savent qu'elle publie des livres qui font date. Et je suis heureux de t'accueillir, Peggy Lou, aujourd'hui. Nous allons enregistrer 2 émissions, une pour cette semaine et une pour la semaine prochaine. Dans cette première émission, j'aimerais que tu nous dises un peu qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, que nous parlions un peu du premier livre que tu as publié, qui a fait beaucoup de bruit, qui s'appelle Vengeresse. Et puis dans une deuxième émission, nous parlerons d'un deuxième livre que tu viens de publier. C'est un premier tome, donc il y aura une suite, qui s'appelle La réunion des grands faits divers. Ça, ce sera pour la semaine prochaine. Aujourd'hui, d'abord, Peggy Lou Garbal, dis-nous qui tu es, Peggy. Eh bien, moi, je suis née à Lyon, il y a 52 ans. Je suis à La Réunion depuis une vingtaine d'années, au départ pour 6 mois. Et puis, je me suis sentie tellement déracinée en rentrant à Lyon que ça fait maintenant un peu plus de 20 ans que je suis revenue et restée. Je suis une ancienne journaliste. Effectivement, j'ai travaillé pour le magazine Église à La Réunion. Et maintenant, je me consacre plutôt à l'écriture, à l'organisation d'ateliers d'écriture, à des conférences sur l'autisme aussi, puisque je milite en faveur de la sensibilisation au handicap et notamment à l'autisme. Tu es aussi mère de famille, je crois. Oui, j'ai 2 enfants qui ont 14 et 18 ans déjà. Et qu'est-ce qui t'a amené à militer pour l'autisme ? Alors, je suis moi-même autiste, Asperger. J'ai longtemps milité pour moi-même, pour trouver ma place dans la société. Et puis, l'âge venant, je me dis que ça serait peut-être bien de partager mon expérience et la manière dont je m'adapte et sensibiliser aussi pour les autres, parce que c'est important de pouvoir sensibiliser, communiquer. Tous les autistes ne peuvent pas ou ne savent pas ou n'ont pas envie de communiquer. Et comme j'arrive à parler, à communiquer, j'essaye de sensibiliser et de faire en sorte que les personnes autistes et handicapées en général puissent trouver leur place, la place qui leur revient dans la société. Puis je pense que tu es un bel exemple d'autiste qui a trouvé sa place dans la société. Je me souviens t'avoir rencontré pour la première fois dans une formation que j'animais Exactement. À Saint-Denis, je ne sais plus sur quel thème. Sur la communication. Sur la communication, précisément. Voilà. Et alors on dit que les autistes ont du mal à communiquer. Toi, tu étais journaliste, donc tu avais un métier de communication. Et je me rappelle à cette formation, je n'avais pas du tout repéré que tu avais, je ne sais pas si on peut dire ce handicap. Et oui, c'est un handicap. C'est un handicap. Et je n'avais pas du tout repéré quand je l'ai appris, je ne sais plus à quelle occasion, un peu plus tard, j'ai été très surpris en me disant, mais je ne savais pas. Alors, j'ai appris que les autistes avaient besoin de beaucoup d'efforts pour s'adapter, pour communiquer exactement. Avec le monde des personnes qui ne sont pas autistes. Et j'ai été très surpris parce que je n'avais rien remarqué. Alors, ou c'est moi qui suis aveugle et sourd. C'est ce qu'on appelle le masking, en fait. Oui. Les autistes, notamment les Asperger. Alors, je dis le thème Asperger, je sais qu'il y en a qui disent qu'il ne faut plus utiliser ce terme parce que Hans Asperger, qui a découvert ce handicap, en fait, aurait eu des accointances avec les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais comme il n'y a pas d'autres mots précis pour dire qui je suis, j'utilise toujours celui-ci, parce qu'il n'y a pas d'autres mots.
Voilà. Et c'est ce qu'on appelle le masking chez l'autiste Asperger notamment, c'est-à-dire qu'on arrive à compenser et à masquer nos manques entre guillemets, mais en dedans, le décalage est toujours bel et bien présent. D'accord. À masquer nos manques. Tu parles de manque. Oui, parce que c'est ainsi en fait que la société le traduit. Et c'est vrai que j'essaie moi aussi de changer toute ma manière de penser et de parler et d'arrêter de penser que c'est un handicap, l'autisme. On va pas se mentir. C'est un handicap dans le sens où il exige beaucoup d'adaptation. Voilà, mais j'apprends aussi à trouver des points forts dans le handicap, parce que on n'est pas dans une société, enfin si quand même de plus en plus, mais qui valorise le handicap. On a toujours tendance à considérer que le handicap c'est un problème, et c'est vrai que moi j'essaye aussi de changer toute cette manière de penser. Oui, il y a des choses qui vont être extrêmement difficiles pour moi, beaucoup plus que la moyenne des gens entre guillemets normaux, mais il y a aussi des choses, des points forts que j'arrive peut-être mieux à appréhender ou à faire que d'autres personnes. Donc c'est aussi le sens de mon combat, c'est de montrer que les personnes avec handicap ont toute leur place dans la société et peuvent aussi enrichir les autres, tout comme les autres peuvent nous enrichir aussi. Quand tu dis des points forts, tu peux nous donner des exemples ? Oui, moi par exemple, je dis en termes sensoriels, je ressens les choses, j'ai des hypersensibilités qui ne sont pas toujours faciles, mais je me dis que je ressens les choses un peu plus fort aussi. Comme longtemps je n'ai pas parlé, je me dis j'ai quand même une grande capacité d'écoute aussi, et puis peut-être de voir certains détails que les autres ne repéreraient pas tout de suite. Je suis très attentive aux personnes, à leur gestuelle, à leur manière de se tenir, par exemple. Et puis, par exemple, quand je dis au niveau sensoriel, j'ai des hypersensibilités, ça peut être sentir quand je vais être malade ou quand mes enfants vont être malades, parce que à cause de l'odeur qu'on dégage. Donc ça peut être pratique dans la vie de tous les jours de savoir quand est-ce qu'on va être malade, et Dieu merci, c'est jamais des maladies très embêtantes. Voilà, puis il y a une manière aussi de percevoir le monde qui est différente, mais qui peut être plus intense. Et donc pour moi ça c'est un point fort aussi. Voilà, c'est à la fois un point fort et en même temps quelque chose à canaliser, j'imagine. Hein ? Oui, c'est vrai qu'il y a des périodes, c'est pas facile, mais on apprend aussi à canaliser. Puis bon, après, de toute manière, il n'y a pas le choix non plus. C'est qu'il faut apprendre à gérer tout ce qui est sursaturation, et puis aussi à canaliser les états émotionnels qui sont parfois très compliqués. En sachant aussi que ce qui est le plus compliqué quand même dans le handicap, c'est surtout le regard des autres, qui peut être très dur à vivre quand on n'arrive pas à faire quelque chose de très simple. On se sent jugé, alors c'est pas forcément toujours le cas, mais parfois on peut se sentir jugé, parfois on l'est, parce qu'il y a des traductions en face. On est bête, on est comme ci, on est comme ça. Voilà, c'est quand même une grande partie de la souffrance des personnes handicapées, je pense, c'est le regard des autres et puis la non-adaptation. Moi, j'ai un exemple tout bête, par exemple, sur une carte coupe-fil. C'est une carte de priorité pour éviter les files d'attente. Et c'est vrai que quand on a un handicap invisible, alors d'autant plus quand on est autiste, parce que c'est difficile d'expliquer pourquoi on doit couper les fils, parce qu'il y a tout ce qui est bruit, odeur, promiscuité, etc. Mais quand on souffre d'un handicap invisible, c'est d'une violence dans les files d'attente. Et comme je dis bien 98% des personnes handicapées qui ont une carte priorité, je n'ose pas la sortir.
Parce que tout de suite, on a des gens qui nous regardent de haut en bas. Moi, je me suis quand même entendue dire à SOS Médecins que c'était un privilège, que voilà, j'avais ce privilège, alors que non, c'est pas du tout un privilège. Les gens ne comprennent pas en me disant bah oui mais il n'y a pas trop de monde, c'est pas vous qui êtes concernés par la carte alors que ça concerne les accompagnateurs, ou alors asseyez-vous alors que mes jambes vont très bien. Il y a parfois cette violence qui vient d'une incompréhension aussi, mais qui est assez difficile à vivre. Alors qu'on ne dirait pas à quelqu'un qui a une jambe dans le plâtre et qui marche avec une béquille que c'est un privilège. Non, absolument pas. Mais c'est vrai que quand on a l'air d'aller bien, les gens pensent qu'on va bien. Bien sûr. Alors que non. Sur ta page Facebook, Peggy Lou, tu as mis en image de fond une phrase qui me touche beaucoup. Cette phrase, c'est ceci: elle avait juste besoin que quelqu'un la regarde comme elle regardait le monde. Oui, je trouvais cette phrase très belle. Elle n'est pas de moi, hélas. Je ne sais pas de qui elle est d'ailleurs. Mais ça fait suite quand même parce que je suis autiste évidemment depuis toujours, mais même si j'ai eu un premier diagnostic à 25 ans, ce qui est quand même assez tardif, j'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit à personne. Mon diagnostic officiel, ce que j'appelle officiel, date de 2022. Et parce que plus j'arrivais à masquer en fait l'autisme, et plus le décalage persistait, et plus je me sentais en fait en décalage avec les autres. Et c'est vrai que ça a été compliqué quand j'ai fait mon diagnostic officiel et que j'ai dit que j'étais autiste. J'ai été très agréablement surprise par tout ce soutien que j'ai reçu. Mais il y a eu aussi une période de colère et de deuil, les étapes du deuil, je pense, parce que je me suis aperçue que c'est pas pour ça qu'on allait mieux me comprendre. Ce qui est normal aussi, on peut pas comprendre ce qu'on vit pas. Moi, je vais pas aller dire à quelqu'un qui a le cancer, je te comprends. Je peux être sensible, bien sûr, mais je peux pas comprendre parce que je vis pas. L'empathie, c'est autre chose que la sensibilité. Merci Peggy Lou pour cette première émission. J'avais dit qu'on parlerait dans cette première émission du livre Vengeresse, mais c'est tellement intéressant ce que tu nous as dit. Je t'ai laissé parler, et donc on parlera la semaine prochaine à la fois de Vengeresse et de ce deuxième livre que tu viens de publier, La réunion des grands faits divers. Je rappelle simplement que tu vis à Saint-Denis et que tu connais bien la société réunionnaise aussi. Exactement. Merci pour l'invitation. Pardon. À la semaine prochaine.